Notre aventure commence en 95. Nous lançons en France une innovation de service, un métier sexy, le dépannage de flexibles hydrauliques sur site. Notre rêve, un réseau national de véhicules d'intervention pouvant assurer le dépannage de machines. On arrive dans l'heure, on dépanne dans l'heure. 12 ans de croissance effrénée. En 2007, nous avons dépassé les 300 personnes. C'est de la folie, la vie est belle. Petit à petit, de nouvelles entités apparaissent et le groupe Inovon naît. À ce moment-là, nous sommes un peu comme un porte-avions. Nous sommes 1000 fois plus gros que notre premier confrère. Et cette année-là, nous réaliserons 100 000 interventions. Nous sommes fiers, mais ça ne va pas durer. La crise de 2009 arrive et nous balaye. Moins 34% de chiffre d'affaires. C'est le drame. Il faut sauver l'entreprise et nous sommes obligés de nous séparer de nombreuses personnes. C'est terrible. On se réveille avec une gueule de bois qui n'arrive pas à passer. Plus jamais ça. Mais que faire? Jean-François Zobrist et Isaac Goetz vont changer notre vision d'entreprise. On va comprendre 2-3 trucs. Et si on arrêtait de manager pour les 3% de tir au flanc? Et si on mobilisait 300 cerveaux et non plus quelques têtes pour réfléchir? Ça nous parle? On s'engage et on va lancer 3 chantiers. Premier chantier, reconstruire notre vision. En équipe, on obtient la passion d'entreprendre différemment pour la réussite de nos clients. Les règles du jeu sont définies autour de 4 valeurs. La performance par le bonheur, cultiver l'amour du client, équipe respectueuse et responsable, ouverture d'esprit et esprit d'ouverture. Le deuxième chantier, enlever les petits cailloux dans les chaussures de nos équipes. Les épines du pied, quoi. Troisième chantier, supprimer les signes de pouvoir. S'en suivront 18 mois d'apprentissage, de tests, d'exploration. On apprend à lâcher prise, à travailler sur nos égos avec des coachs. Car la plus grande bataille est à faire sur soi. Le 7 janvier 2012, c'est le grand saut. Demain ne sera plus jamais comme hier. L'entreprise renaît et le pouvoir est donné aux équipes. Bye bye le porte-avions et bienvenue à notre armada de speedboat. Les équipes cooptent leur capitaine, et oui, il faut bien un capitaine sur un bateau. On transfère le pouvoir de décision. Elles seront prises désormais par vote en assemblée capitaine ou via les groupes de travail pour tous les sujets de l'entreprise. Maintenant, c'est à vous de décider. 5 mois après, le boss part faire un tour du monde avec sa famille et confie les clés de la boutique aux équipiers. Durant ce voyage, un groupe de travail décide de refondre la rémunération variable, basée sur un dispositif de partage de la valeur créée. Là, le boss fait carrément. Surprise, la marge de l'entreprise explose et est multipliée par 4. Concrètement, comment cela se passe-t-il? La confiance est au cœur de notre organisation. L'information n'est plus un enjeu de pouvoir. Le volontariat est au cœur de l'action. On bascule du contrôle à l'autocontrôle. Une culture de l'erreur est promue. Les équipes recrutent et décident des investissements. Les anciens managers sont reconnus pour leur expertise qu'ils partagent avec tous. Puis un jour, on voit que ces changements dans l'entreprise ont aussi un écho dans nos familles. Ce n'est plus une entreprise, mais 300 familles. Et comme la bascule est engagée dans des centaines d'entreprises, et pas les moindres, il s'agit de centaines de milliers de familles qui sont concernées. Et si ce changement sociétal pouvait venir de nous, de nos entreprises? Aussi, tel le colibri qui tente d'éteindre le feu avec son petit bec, nous aussi nous faisons notre part et partageons à qui veut l'entendre cette histoire de transformation. Alors bonjour à tous, vous venez d'entendre Alexandre Gérard, qui est le patron de Chronoflex, qui a monté la boîte il y a 20 ans. On va fêter nos 20 ans là cette année, on est en train de préparer une grosse fête pour la fin mai. C'est du sport, mais voilà, on a 500 personnes qui viennent, on a 300 collaborateurs, on invite les conjoints, les clients, les fournisseurs, c'est un peu l'esprit de famille. Alors, moi je suis le petit dernier dans cette aventure, parce que je suis arrivé chez Chronoflex, ou plus exactement Inovon, qui est l'entité chapeau, puisque au sein d'Inovon il y a 7 entités, il y a Chronobox, Chronolink, Chronowatt, Chronoflex évidemment, Fruise, Marge-Up, je dois vous oublier une curieuse histoire, la petite dernière. Et donc moi je suis le petit dernier parce que je suis arrivé il y a 4 mois officiellement, 7 mois parce que j'ai commencé un peu l'immersion, et ce que vous venez de voir c'est l'aventure qui a commencé il y a 5 ans, et ça fait 5 ans qu'on vit avec ces principes là. Alors avant de commencer réellement à parler de l'entreprise libérée, j'aimerais juste savoir un peu à vue de nez qui croit en ce concept. Est-ce que vous pensez ce qui est là c'est vrai? Ouais, en fait j'ai pas grand chose à raconter si vous y croyez tous. Alors je vais bouger un petit peu, ça va me faciliter la vie. Je
je ne sais pas trop ce que je vais vous raconter parce que j'ai été sollicité il y a quelques jours, semaines, voilà. Ce que je peux vous partager, c'est un peu le regard de quelqu'un qui arrive et qui voit ce message de l'intérieur maintenant et qui le vit. Parce que j'ai la responsabilité d'accompagner un certain nombre de structures, dont Chronobox, Fruiz, Marjup, Chronolink. Donc j'ai une petite équipe par rapport aux 300 collaborateurs, j'ai 40 personnes avec qui je travaille. J'accompagne aussi le groupe Chronoflex dans son ensemble sur le développement de pratiques d'intelligence collective, parce que je viens de ce monde-là. Je suis facilitateur et je suis ravi de voir une facilitatrice graphique aussi ce soir, une talentueuse facilitatrice graphique. Et dans la voiture en venant, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir vous raconter en 15 minutes? Et surtout pas déborder, c'est le plus important. Je pense qu'il y a 3 points qui sont importants à voir aujourd'hui. C'est que ce que vous avez vu comme message là, c'est la libération. Le moment de libération. Les 3 chantiers qu'a présenté Alexandre, avec les signes de pouvoir, les petits cailloux, l'autonomie, l'autocontrôle, ça a été lancé un soir de grand-messe, où tout le monde était réuni, et Alexandre a dit « on va sauter en parachute » et c'est parti. Beaucoup dans l'Assemblée n'y croyaient pas. J'ai discuté avec des techniciens, avec des capitaines, et pour eux c'était juste une folie. Mais bon, 5 ans après, ce qu'il y a de certain, c'est qu'on n'a pas fait machine arrière. On est toujours dans le projet de la libération, et plus que jamais, on va y rester. Alors, qu'est-ce que moi j'ai découvert en arrivant dans cette boîte? C'est que le volontariat, il est vraiment au cœur des préoccupations, enfin en tout cas des principes. La confiance est véritablement là, il n'y a plus de contrôle. J'ai une carte bleue aujourd'hui parce que je fais partie de la team Innovon. Et la carte bleue, je remplume Amazon parce qu'en fait je suis en train d'acheter énormément de bouquins pour la boîte et on ne m'a jamais rien dit. C'est pas une blague. Je dépense de l'argent, mais à bon escient parce que ce sont des outils pour la boîte. Et cette vision de l'entreprise et de la confiance, elle n'est pas si facile à développer. En fait, on parle même de savoir-voir maintenant dans l'entreprise. Savoir voir que la confiance est au cœur des préoccupations, savoir voir que on a l'opportunité d'agir, ça c'est une première chose qui n'est pas innée, ou même pas acquise plus simplement. Vous avez tous fait des études, en tout cas au moins vous avez fait le parcours scolaire normal. À l'école, on ne nous apprend pas à voir, on nous apprend à faire. On ne nous dit pas regardez le monde qui vous entoure autrement, c'est vous allez rentrer dans une boîte. On est dans des boîtes, certains sont même passés par des boîtes à bac. J'étais parisien pendant 15 ans, on passe de boîte en boîte, sa maison, le métro, le boulot. Voilà, et on fait le chemin en retour. En fait, la première chose qui m'a frappé, c'est travailler avec les collaborateurs de Chronoflex et du groupe Innovon, c'est retravailler sur cette capacité à voir. Et le point qui m'a moi le plus challengé, c'est que j'arrive dans une entreprise qui fait 4 fois plus de marge l'année de sa libération, mais c'est aussi une entreprise des entreprises qui ont besoin de se réinventer. Quand on parle du flexible hydraulique, c'est un métier qui n'a pas bougé. C'est un métier de niche et ça fait 20 ans, que les collaborateurs fonctionnent toujours de la même façon. Alors évidemment, il y avait Alexandre qui jusqu'il y a 5 ans venait pousser un peu tout le monde en disant on va innover, on va faire des choses différentes. Dans les années fin 90, début 2000, ils avaient même imaginé des ordinateurs tactiles dans les camions. Ils avaient fait des trous dans les sièges à côté des passagers et ils avaient collé des écrans et ils avaient mis une couche tactile par-dessus. Sacrément innovant. Mais quand vous libérez les gens, est-ce qu'ils continuent à avoir ce genre d'opportunité, ce genre d'innovation? Là, c'était une première question. La deuxième chose qui m'a frappé quand je suis arrivé chez Chronoflex Innovon, c'est le savoir-faire. Le vrai bénéfice de la libération, c'est qu'en fait, le savoir-faire des collaborateurs a été vraiment libéré. Ça, il n'y a pas photo. Il y a des gens qui ont des talents. Et les talents ont pu s'exprimer. Et aujourd'hui, après 5 ans, on est en train de travailler sur des réflexions sur la notion de parcours de vie au sein de l'organisation, parce qu'on a des collaborateurs qui s'épanouissent et qui développent des savoir-faire qu'ils n'avaient pas avant. Et je parlais de facilitation graphique avec Julie. Julie a rencontré une des collaboratrices qui a fait il y a quelques mois une formation en facilitation graphique. Elle travaille au service technique. Aujourd'hui, elle est en train de réfléchir à changer complètement de voie et ne plus s'occuper du parc automobile de la boîte, qui compte quand même 200 camions et 50 bagnoles, mais de faire la facilitation graphique au quotidien, dans le groupe et à l'extérieur. Donc le savoir-faire, en fait,
quand on était dans une entreprise classique, beaucoup se retrouvaient coincés avec leur diplôme comme seul justificatif de leur savoir-faire. Mais quand vous commencez à libérer les gens, en fait, ils peuvent vous apporter beaucoup plus. Et ça, c'est le truc qui m'a le plus frappé, parce que autant le savoir-voir, il y a encore du boulot. Le savoir-faire, en fait, ça a été une vraie révélation, une vraie surprise au quotidien. Et on a même le directeur financier. Il y a un titre de directeur, on appelle encore le DAF, hein, surtout chez les financiers, les titres ont la vie dure. Il s'est mis à la facilitation lui-même, la facilitation en intelligence collective. Donc aujourd'hui, dans le groupe, et quand je vous parlais de volontariat tout à l'heure, n'importe qui peut venir contribuer à des groupes de réflexion, apporter sa compétence, son talent et son envie pour faire avancer les projets. Alors ça, c'est le bon côté. L'autre moins bon côté, quand on parle de libération, c'est qu'en fait, tout le monde est libéré et tout le monde fait comme il veut. Et le paradoxe de la libération, ce que j'ai découvert avec ces gens, c'est que quand tout le monde fait ce qu'il veut, il fonctionne à l'énergie pure, l'énergie, la volonté pure. Mais alors, quand il s'agit de travailler ensemble, c'est un peu plus complexe parce qu'en fait, ça part dans tous les sens. Donc, autant on a libéré une forme de savoir-faire et des talents, autant derrière, il a fallu travailler énormément pour redonner de la méthode, et une méthode qui soit flexible, agile. Je parle de projet, je parle de regarder des nouveaux marchés, comment innover autrement, comment chercher des nouvelles solutions pour continuer à perdurer, parce que c'est une belle histoire, mais c'est une entreprise qui doit assurer sa rentabilité, sa pérennité. Et redonner des méthodes à tout le monde, là on a vécu un petit moment d'incertitude, parce que comment arriver à gérer méthode, c'est-à-dire structure, et liberté. Et en fait, le but du jeu, aujourd'hui, ce qui a été le plus interpellant, c'est de penser à accompagner les gens. Et en fait, au lieu de rester dans le « qu'est-ce que tu vas faire demain ?», c'est « de quoi as-tu besoin aujourd'hui ?» C'est de la pédagogie avant tout. C'est de former les gens au maximum en fonction de ce qu'ils ont envie de faire, de ce qu'ils ont envie de réaliser, ce qu'ils ont envie d'accomplir pour eux-mêmes et pour la boîte. Et notre plus grand challenge aujourd'hui, c'est la formation. Alors, je fais attention au mot formation parce que former, ça veut dire donner une forme. Et en fait, on est en train de faire beaucoup plus que ça. Mais c'est surtout la clé de voûte, c'est le troisième point, et Alex en a parlé dans sa vidéo. C'est le changement personnel et collectif. Et c'est ce fameux savoir-être que nous questionnons tous aujourd'hui dans notre posture au quotidien. Le savoir-être, alors je sais pas, j'étais un peu surpris parce que finalement j'ai une conférence TED qui a été diffusée. J'étais encore plus stressé qu'aujourd'hui. Là je le suis bien, mais j'étais encore plus stressé qu'aujourd'hui. Je sais pas si vous avez le courage de me regarder jusqu'au bout, mais vers la 8e minute, je commence à faire jouer les gens dans l'audience. J'avais 400 personnes, avec un petit jeu tout simple. Je vais vous le donner maintenant, parce que si je recommence, ça va me faire perdre le timing comme dans le TED, mais je vous donne le concept. C'est demander aux gens de faire un bras de fer chinois. Vous voyez comment ça marche ? Ça marche, un bras de fer chinois. Tu vas me donner un petit coup de main, juste pour être illustratif. Voilà, là je marque un point, et Juliette marque un point. On peut parler de combat de pouce, mais je parle de bras de fer chinois. Et je fais ce jeu régulièrement avec les équipes et avec les gens que je rencontre. Et la règle du jeu est très simple, c'est de leur dire, vous avez 1 minute pour marquer le plus de points possible. Qu'est-ce qui se passe pendant cette minute? Dans 90% des cas, et encore au sein du groupe, les gens vont chercher à écraser et à marquer le plus de points individuellement. Sauf que quand à la fin de la minute, je leur demande qui a marqué entre 0 et 5 points, il y a presque toutes les mains qui se lèvent, entre 5 et 10, un petit peu moins. Puis là, dès que je passe au-dessus de 10 à 20, de 20 à 30, de 30 à 40, de 40 à 50, 50, 60 et même au-delà de 60, et que je leur annonce le record est à 64, on me regarde avec une mine dépitée en disant c'est pas possible. Sauf qu'en fait, le principe est tout simple, c'est que si nous coopérons, nous serons plus forts. Le but du jeu, c'est pas de gagner sur l'autre, c'est de marquer le plus de points possible. Et ça représente bien le savoir-être au quotidien que nous avons tous, que nous vivons tous et sur lequel nous avons basé notre façon de voir le monde de l'entreprise, notre relation à l'autre, c'est la compétition. Et c'est le point le plus sensible et le plus difficile parce que libérer une entreprise dans ces termes, ce que Isaac Getz a présenté, ça paraît vachement bien, on enlève les signes de pouvoir, on enlève les petits cailloux, mais en fait le vrai travail il se passe chez chacun des collaborateurs. Et je vous parlais d'accompagnement, de pédagogie. Si on n'a pas ce type de pédagogie et qu'on n'accompagne pas les collaborateurs pour prendre conscience qu'en fait notre premier réflexe c'est de nous battre avec l'autre,
alors on va rester qu'une somme d'individualité et on n'y arrive pas. Et c'est exactement ce que l'on vit. J'étais encore la semaine dernière avec des équipes de Paris, il y a 4 équipes à Paris. Leur problème, c'est de se dire, mais en fait, on ne se parle même pas entre équipes. Je parle d'une entreprise libérée, mais c'est une réalité du quotidien, du terrain. Évidemment, on a envie de partager que l'aventure est superbe, et elle l'est véritablement. Mais la réalité de notre quotidien fait qu'on n'arrive pas encore à se connecter à l'autre, à communiquer avec l'autre, et à travailler sur notre propre posture individuelle. Alors, je ne sais pas combien de temps il me reste. Ouais. Ce qui nous questionne aujourd'hui, c'est et là où la libération est véridique et la volonté de ce qu'on appelait les managers, qui sont aujourd'hui des team leaders, qui n'étaient pas les managers du passé, mais qui sont des personnes qui sont cooptées par leurs équipes, c'est comment est-ce qu'on peut aider les équipes, comment est-ce qu'on peut les soutenir et comment est-ce qu'on peut les aider à prendre conscience de ce qu'elles sont en train de faire. Développer leur savoir-voir, c'est-à-dire que vous avez un business model qui est obsolète, qui ne fonctionne plus. Arrêtons de nous taper la tête contre le mur au fond de l'impasse et prenons de la hauteur et changeons de direction. Ça, on est en train de le faire avec 2 structures dans la boîte. C'est pas une mince affaire parce qu'après, ça veut dire qu'on lâche tout. On lâche prise sur 15 ans d'expérience, de pratique, de message commercial et savoir voir autre chose. C'est un des premiers enjeux. Et l'accompagnement des personnes qui travaillent au quotidien et qui ne sont peut-être pas dans l'opérationnel, ce qu'on appelle les improductifs dans la notion de Zobritz. On est peut-être des improductifs, mais on a un rôle crucial pour faire en sorte que les productifs s'en sortent. Le savoir-faire, le deuxième, et là je m'appuie sur l'expérience que j'ai eue avant d'arriver chez Innovon, c'est travailler avec d'autres méthodes. Vous avez tous vécu des séminaires où vous êtes sortis de là en disant c'est génial. Parce que vous avez travaillé avec les autres. La rencontre avec l'autre, elle s'organise différemment quand on travaille avec d'autres méthodes. Donc lâcher prise sur les méthodes, c'était vraiment le deuxième point, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai été embauché, c'est comment est-ce qu'on va créer d'autres contextes, d'autres environnements pour travailler. On parle d'intelligence collective, et je suis content parce que ce soir on va faire un fishbowl, B-O-W-L. Vous allez goûter un peu à l'intelligence collective et comment on crée les conditions pour d'autres méthodologies pour discuter à 150. Et ça, ce qui est absolument extraordinaire, c'est que quand on commence à fonctionner avec d'autres méthodes, on ne les annonce pas, mais on les fait vivre aux collaborateurs. Et je reviendrai sur les exemples de Grand Paris, enfin de l'équipe du Grand Paris que j'ai rencontré la semaine dernière. J'ai des techniciens qui me disent eh ben, j'arrivais avec des pieds de plomb à ton truc. Vraiment, j'allais te saper ton truc. Parce que, excusez-moi le terme, on a des grandes gueules dans nos équipes. Ce sont les techniciens, les mecs sont des costauds, ils sont dans les travaux publics. Et on dit j'allais te dézinguer ton truc parce que je me disais que j'allais finir au fond de la salle, près du radiateur, et dès que j'allais pouvoir te sortir une vanne, c'était bon. Mais si on change les conditions et qu'on leur laisse l'opportunité vraiment d'échanger, et qu'à aucun moment on cherche à manipuler les prises de décision, ce qu'ils doivent dire, ce qu'ils doivent penser, on a des choses géniales qui se passent. Et les gars en redemandent. Et ils n'ont pas fait Bac+5 pour comprendre qu'on change de méthode et on change d'approche. Et le dernier point, c'est le savoir-être. Et là, je fais un clin d'œil à mes collègues de la team Innovon, parce que nous sommes 4. Il y a Alexandre que vous avez entendu, il y a Claudio, le fameux DAF, et Jérôme. Le travail, il commence par nous, au quotidien. C'est-à-dire que depuis que je suis arrivé, on a déjà fait 4 séances de coaching ensemble pour comprendre comment nous interagissons entre nous et notre propre propos, notre propre posture vis-à-vis des collaborateurs. Et je ne sais pas si vous connaissez, il y a un ouvrage qui m'a interpellé, parce que j'adore bouquiner. Pour moi, chaque livre est une rencontre. Quand ça ne me plaît pas, je la ferme. La rencontre, c'est pour plus tard. Un livre qui s'appelle « Manager votre tribu ». En anglais, c'est Tribal Leadership, qui explique que les entreprises ou les organisations qui ont un niveau de performance aussi élevé que ce que Isaac Getz ou même Frédéric Laloux, que je vous invite à regarder, arrivent à atteindre, ces fameuses entreprises exceptionnelles. Il y a un truc au niveau de ceux qu'on appelle encore les leaders, qui ont été cooptés par leurs équipes, c'est qu'ils sortent du moi-je. Moi, je kiffe. Moi, je rêve de faire ceci. Moi, je rêve qu'on devienne une grande équipe ou qu'on devienne les leaders sur notre marché dans telle région ou telle région. Le moi-je. On sort du moi-je. Et en fait, il y a un gros boulot sur nous pour dire nous. Nous. Arriver à penser nous, en tant que leader, c'est la chose la plus difficile parce qu'en fait, on a une crise d'ego et on a peur de se retrouver
à la ramasse ou largués, ou que les autres se débrouillent sans nous. Vous imaginez ce que Alexandre est en train de raconter dans sa vidéo? Les collaborateurs prennent les décisions tout seuls. Mais celui qui était leader et qui prenait les décisions avant, il fait quoi? Il devient quoi? Donc c'est le dernier point du lâcher prise, c'est d'arriver à rentrer dans le nous, véritablement. Et nous sommes les meilleurs, ça il faut se le dire, il faut l'accepter, il faut dire que nous sommes les meilleurs que la concurrence, meilleurs que telle autre entreprise, que nous ayons un nous qui nous constitue. La dernière phase qui nous permettra de travailler normalement sur une libération, parce qu'on n'est qu'à 5 ans, et on en parlait à l'instant, c'est un long chemin, on est loin d'être arrivé. C'est d'arriver à, en fait, nous sommes en train d'accomplir quelque chose de grand, quelque chose qui nous dépasse tous individuellement. Et je conclurai là-dessus, Alex parle dans la vidéo des primes. La notion de prime a été apportée par les collaborateurs. Prime variable, on a un 15-15-15. 15% de prime variable sur la marge au niveau individuel, 15% au niveau d'équipe et 15% au niveau du groupe, l'entité. Et bien en fait, cette prime, on est en train de la revoir, de la retravailler, parce qu'en fait, les 15% individuels sont en train de saper tout le travail de la réflexion du nous, du collectif. On a encore des performeurs dans l'équipe, des mecs qui sont « je suis le meilleur ». Sous-entendu, je suis meilleur que toi, je suis meilleur que lui, je suis meilleur que l'autre. Et en fait, si on veut arriver à travailler en équipe, et aujourd'hui, il y a un changement qui est en train de se faire, et je suis à la fois spectateur, parce que je suis récent, mais j'y contribue au quotidien, parce que ça, vraiment, voilà, c'est pour ça que je suis là. D'arriver à faire travailler les équipes sur un nous collectif, c'est prendre du risque qu'il y en ait un qui soit moins bon. Mais ça veut dire aussi que toutes les équipes sont en train de commencer à prendre conscience que seules, elles iront vite, mais ensemble, elles iront plus loin. Et que l'enjeu majeur, c'est de sortir d'une notion individualiste, comme nous, la société nous l'a un peu inculqué, il faut l'accepter, et arriver à créer un esprit collectif. Mais pas un esprit collectif où je sacrifie ma personnalité. Bien au contraire. Et là, je sais pas, je vous raconterai la suite au prochain Mashup, ou dans 5 ans. Voilà. Merci beaucoup. Merci Benoît. Avant d'expliquer le fishbowl et de se lancer dans l'arène, est-ce que vous pouvez nous faire un petit topo de qu'est-ce que vous faites ici là? Moi j'ai fondé une boîte il y a 8 ans et je l'ai libérée il y a 2 ans. Voilà. Donc du coup Ok, super. Mais merci d'être là. Je crois. Bonsoir Ludo. T'as vu, ils sont contents de te rencontrer. Patricia. Qu'est-ce que tu fais là? Alors qu'est-ce que je fais là? Moi j'ai pas fondé de boîte, mais je m'occupe des ressources humaines dans une entreprise assez grosse, de un peu moins de 800 personnes, qui fait de l'informatique, une vieille entreprise de la région qui a 45 ans et qui expérimente la libération depuis 18 mois, donc c'est tout nouveau. Et on a encore beaucoup de chemin à faire et on passe par pas mal de phases dont Benoît a parlé, donc je suis venue parler de ça. Voilà. Ok, très bien. Mais merci d'être là, tout simplement. Et on reçoit aussi Julie Boiveau, qui est une petite chouette, qui est, oui, c'est son blaze. Elle est facilitatrice graphique et elle nous expliquera plus en détail ce métier qui fait partie de toute cette vague de libération. Le topo, c'est un fishbowl, parce que entreprise libérée, donc Mashup libéré. Le fishbowl, c'est quoi? Fishbowl, ça veut dire aquarium, c'est ça? Oui, bocal à poisson. Bocal à poisson, donc on est tous dans le même bocal, petit poisson. D'ailleurs, non, c'est bon, il reste deux places là. Enfin, de toute façon, en plus, moi j'ai bougé. Enfin bref. Vas-y, j'y vais. Donc, ici, c'est le cercle de discussion. Là, il y a 5 chaises. Moi, je n'y serai pas. Je n'y serai pas. Enfin, bref. Donc, ici, les gens discutent. Et vous, toi, tout ça, si tu as envie de prendre le micro, monsieur Dudu, et que tu as envie que Patricia, t'as pas envie de l'entendre, tu penses que... Non, mais en gros, tu viens et gentiment, tu la pousses pas non plus, mais... Et si elle est en train de parler, t'évites aussi, ça serait cool. Petite tape sur l'épaule gentiment, ou un petit mot doux dans l'oreille, ce que tu veux. Et les personnes échangent. Et donc l'idée, c'est qu'il y a un maximum de roulement ici, et qu'ils soient libertins ou non, on s'en fiche, parce qu'on est tous un peu libertins. Ça c'est fait. Ça c'est gratuit. Pas cher. Pour commencer, j'ai envie de vous dire, on va se lever.
On va se lever parce que c'est important de se lever. Et je sens qu'il y a des gens qui ont encore leurs écharpes et tout. Pourtant, il fait chaud. On représente tous un énorme radiateur. Donc là, vous allez tous vous mettre face à la personne à côté de vous en espérant qu'on soit un chiffre pair. Sinon, si vous êtes seul, je sais pas. Et là, et voilà. Donc déjà, vous allez, s'il vous plaît, vous dire bonjour. Vous demandez si vous allez bien, si vous allez pas bien, vous pouvez le dire. Votre prénom aussi. Je vous vois pas. Ludo, Patricia. Bonjour, ça va? Et voilà. Et là, oh. S'il vous plaît. Voilà. Mais oui, non, mais vous racontez vos vies aussi. Voilà, ça c'est foutu. Excusez-moi. Monte sur la chaise. Ouais, c'est ce que je voulais faire, mais bon. Voilà. Et maintenant, monsieur chemise blanche. Oui, vous. Comment tu t'appelles? Bonsoir Thierry. Tu seras cordialement invité ici. Maintenant, vous pouvez vous faire un petit câlin. Juste une accolade. Ouais. Voilà. Voilà. Merci. Bon, mais Elle est contente. je suis contente. Je suis hyper contente. T'as vu? C'est beau, hein? Et maintenant, on peut s'asseoir. Si vous avez vu quelqu'un qui vous plaît dans la salle, vous pouvez vous mettre à côté de lui. Vous pouvez changer de place, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Et aussi pour ceux qui sont un peu timides, qui n'osent pas se déplacer, bon déjà, n'hésitez pas. Et sinon, il y a une communication non verbale, c'est-à-dire que si tout d'un coup, Benoît il parle et Lulu il parle trop, puis Véronique écrit, bref, les gens ne s'écoutent pas, on fait le chapeau chinois, ça se rapproche de toi, voilà, merci. Si Ludovic il parle trop, il radote, tu fais ça. C'est ça, ou à l'envers, ou rembobine si tu comprends. Enfin non, voilà. Si tu trouves que c'est super, tu lèves les bras en l'air. Si tu trouves que c'est pas super, nanana. Et si c'est la rigolade, tu peux faire ça. Et après, tu peux inventer des gestes et proposer à tes voisins et lancer des nouveaux mouvements. Et donc, si c'est juste chiant. Si c'est juste chiant, tu te casses. Tu te casses. Pas discrètement, comme ça fera comprendre qu'il faut évoluer sur les mash-up. Voilà. Salut. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, c'est clair, non? Donc, il y a une question? On refait les gestes? Ça va? Non, ça va pas du tout. T'as pas écouté? T'as pas écouté? Donc le chapeau chinois, plus personne s'écoute. Est-ce que Benoît, toi c'est quoi ton super pouvoir? L'écoute. Ah d'accord. L'écoute. Alors, ben oui, elle est plus intéressante depuis le. Hein? Là. Est-ce que tu veux t'asseoir? Pas maintenant? D'accord. Ok. Donc les mains en l'air. Ça veut dire je suis content. Content, je suis d'accord, tout ça. Ça veut dire Ludo, tu radotes. Ludo, tu radotes. Ça sera surtout Ludo. Après, vous pouvez faire ça, puis montrer du doigt qui. Et les mains en bas, c'est quoi donc ou quoi. Je suis pas tout à fait d'accord. Hein, c'est voilà. bof, bof. Exactement. Je peux me permettre une précision sur le fishball? Ouais, vas-y. Il n'y a que les 5 au milieu qui peuvent parler. Donc les autres, même entre vous. Et donc, Juliette vous fera ça si elle vous grille. Et la question, c'est est-ce que c'est Juliette qui pose des questions ou est-ce que les gens peuvent venir poser des questions? Ah non, les gens viennent en fait. Okay. Moi, je vais laisser mon micro en fait. C'est pour ça que... Qui veut mon micro? J'ai pas craché dedans. Adrien? Allez, voilà. Mais il nous faut 2 volontaires. Ouais. Allez-y, on est libérés, mais on sait se tenir. Ah, merci Julie. Julie, qui était une pitcheuse de talent, qui a gagné avec la boxe à planter au dernier mash-up. Un grand bravo, merci à toi. Et Quentin, tu veux venir? Ah, tu l'applaudissais comme ça. C'est comme les sourds en fait, c'est sympa. Merci oui, jeune homme. C'est lourd ce micro en plus. Tu t'appelles comment? Valentin. Eh bien, bienvenue. 1, 2, 3, c'est parti. Sans pression. Sans fil. Vous avez peut-être une question pour Benoît ou je sais pas, ou Patricia? Ouais, j'avais une question. Si jamais le fait de libérer l'entreprise ça marche pas, est-ce que le dirigeant il a pas des
peut pas se discréditer, il peut faire comment pour renoncer et revenir en arrière? Alors déjà, moi je peux répondre parce que déjà moi j'ai libéré ma boîte et ça marche pas toujours très bien. Et on peut toujours revenir en arrière. D'ailleurs, il y a des boîtes qui ont été libérées et à un moment donné sont revenues en arrière parce que le directeur est parti, par exemple, et que les actionnaires ont nommé un autre directeur qui, lui, qui n'était pas libéré. Et donc, du coup, ça peut vite redevenir hiérarchique, une boîte. Et donc, voilà, les décisions, il n'y a aucune décision n'est immuable. Donc déjà, ça c'est assez sécurisant quand on prend des décisions. Il ne faut jamais se dire, ces décisions, je la prends pour 10 ans. Sinon, ça fait super flipper. Moi, je crois que c'est un truc que je crois, en tout cas, ça m'aide à avancer. Et puis voilà, de toute façon, l'amélioration continue, c'est d'améliorer au fur et à mesure. Donc on détecte des trucs qui ne marchent pas. Oui, et peut-être se dire ce que tu disais, hein, on apprend aussi en marchant dans la libération. C'est-à-dire que on a une volonté de libérer l'entreprise. Hein, Benoît le disait, c'est effectivement redonner le pouvoir aux compétences, aux collaborateurs qui savent mieux que nous. Maintenant, on apprend en marchant, on se plante. Tu parlais, Benoît, de remettre un peu de méthode. Nous, on en est au début, on essaye de casser toutes les méthodes, parce que justement, tous les process qualité, etc., ça contraint les cerveaux. Donc voilà, mais on fait aussi des bêtises, à commencer par nous, managers. Hein, avec nos beaux égos dont tu parlais, on fait aussi des erreurs. Et c'est aussi un travail, en gros, c'est pas tiens je me lève, ce soir je vais libérer ma boîte. Ça a duré 1 an chez Chronoflex et aujourd'hui on se dit avec tous les collaborateurs que c'était peut-être pas encore assez long, la préparation. Il y a beaucoup de choses qui sont faites en sous-marin avant, sur les signes extérieurs de pouvoir, justement sur l'ego, sur plein de choses, mais voilà, il faut pas... ça nous prend pas comme ça au réveil. C'est un travail de préparation important. En même temps, moi ça m'a pris en 1 semaine. Hein. Moi, j'ai lu le livre, mais j'avais une boîte de 10 personnes, donc c'est peut-être pas la même responsabilité que quand il y a 400 personnes derrière. Mais moi, j'ai lu le bouquin et je vois la conférence d'Alexandre Gérard, donc le patron de Chronoflex. Et lui, quand il allait voir Zobrist, donc un gars qui est un des pionniers un peu de la libération, à l'époque où c'était pas documenté, on va dire, et il va le voir, il lui dit « Ah, c'est génial, je veux faire ça, comment on fait ?» Et l'autre lui dit « Démerde-toi ». Et ça m'a marqué parce que je me suis dit, mais oui, il n'y a pas de manuel. Enfin, moi j'aime bien lire des bouquins aussi, avoir le. Et puis avant, t'es en mode, mais non, voilà, vas-y quoi. Et on va le faire ensemble et on apprendra en marchant. Et donc voilà, ça marche. Mais donc ça peut l'éviter. Et du coup, vu que le thème là, c'est un petit peu, c'est pour les jeunes entrepreneurs. Donc, si on crée son entreprise et qu'on a envie, donc dès le début, dès les premiers stagiaires ou les premiers salariés, de la créer en entreprise libérée, comment on s'y prend et est-ce qu'il y a des profils spécifiques qu'il vaut mieux recruter, par exemple des gens qui ont plus de prise d'initiative, ou alors tout le monde peut se plier à une entreprise libérée? Alors à mon sens, il n'y a pas de profil. À mon sens, Benoît en parlait aussi tout à l'heure, les compétences, on en a tous. Si tu crées ta boîte demain et que tu veux avoir effectivement une entreprise de type libéré, tu te positionnes en ressources dès le départ, tu accompagnes les gens que tu recrutes. On a tous des talents. C'est ce que tu disais, hein, c'est la première chose qu'on voit, c'est les talents, ils se libèrent, et notamment les talents individuels. Donc il n'y a pas, je pense, de profil plus adapté que d'autres. La seule chose, c'est que quand tu recrutes du monde, on a tous été éduqués, alors peut-être moins les générations moins vieilles que nous, en tout cas je parle pour moi, parce que toi tu es peut-être un peu plus jeune, presque. J'ai 34 ans. Voilà, bon, j'en ai beaucoup plus. Et en réalité, on a été éduqués, c'est ce que tu disais aussi, dans l'individualisme, dans le faire, et pas le transmettre, et pas peut-être moins l'initiative. Voilà, ce que tu trouveras peut-être moins chez des jeunes aussi. Mais je pense, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'il n'y a pas de profil. Ouais. Toi, tu penses qu'il y en a? Non. J'ai évoqué tout à l'heure Frédéric Laloux, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Reinventing Organizations. La grande force de Laloux, c'est qu'il a expliqué que les organisations ont des stades d'évolution dans leur façon de concevoir les choses. Ou plutôt, parce qu'on va parler de système de valeurs. Et ce que Getz n'a pas décelé, Laloux en fait s'est appuyé sur une étude qui s'appelle la spirale dynamique, qui montre qu'en fait, en fonction de la façon dont on a conscience de notre environnement et de la façon dont on perçoit les choses,
on va adopter des stratégies et des valeurs associées à ça. Et je ne veux pas faire de caricature, mais quand on regarde des systèmes comme certaines institutions, en fait, tout le monde suit une sorte de raison qui nous dépasse tous. Et voilà, c'est la raison de l'État ou c'est Dieu qui parle. Et donc tout le monde se met au pas, c'est l'ordre qui prime, et tout le monde se met dans une structure qui est un beau râteau. Et vraiment, on est en ordre. Et le système suivant, finalement, les gens qui cherchent à s'émanciper de cet ordre et à trouver des raccourcis, être plus opportunistes, plus stratèges et aller chercher des... Voilà, donc on peut avoir des profils là beaucoup plus individualistes, alors que les autres sont à jouer la règle du jeu à fond. Et dans les systèmes plus opportunistes, ça a un avantage, mais des inconvénients. L'avantage, c'est que ce sont des gens qui sont prêts à entreprendre, à capitaliser, à construire, etc. Mais ils pensent beaucoup pour eux. Et quand on parle du modèle capitaliste aujourd'hui, c'est ce qu'on reproche à ce modèle, c'est finalement, si je viens de parler et que je suis dans ce modèle-là, tout ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que tu peux m'apporter, ou comment on peut faire du business ensemble. Voilà. Et il y a des organisations qui commencent ensuite à revenir à des valeurs plus humanistes, parce que finalement, penser qu'à son confort matériel personnel, ça crée un vide chez la personne ou dans l'organisation, et en fait, on perd beaucoup de sens, et certaines organisations commence à remettre l'humain au cœur des problématiques. Mais là, on change de structure, on sort un peu de la pyramide, on revient dans la notion de cercle, de réseau. Et alors c'est formidable, sauf que ça a un problème majeur, c'est qu'il faut que tout le monde soit bien. Et dès qu'il y en a un qui va pas bien au milieu du truc, tout le monde s'arrête. Attends, il va pas bien, on va discuter avec lui, on va voir ce qui va pas, et on finit dans des consensus mous. Et le modèle excusez-moi le terme, ça va être pas le top, mais le modèle Opal, dont parle Lalou, on arrive à s'émanciper de tout ça, et on arrive à travailler sur ce qu'on appelle une raison d'être évolutionnaire. Donc en fait, on travaille pour quelque chose qui nous dépasse, une cause noble, quelque chose qui est vraiment important, et où les égos individuels commencent pas à s'effacer, mais n'ont plus leur place, ils n'ont plus de raison de chercher à s'affirmer et à se rassurer en fait. On cherche plus la sécurité, en fait, on travaille sur quelque chose de presque transcendant. Et donc c'est vrai que moi je trouve que tu fais bien de citer ça, c'est-à-dire qu'en fait il y a quand même des profils, moi, que je ne brancherai pas dans ma boîte. Par exemple, bon, je vais dire un truc horrible pour donner un exemple, mais quelqu'un qui a été commercial, performeur dans une boîte, je vais dire une boîte de service par exemple, où on sait que par exemple je vais dire Capgemini, parce que déjà, c'est pas ta boîte, parce que Capgemini est la plus grande et celle qui a influencé quand même beaucoup aussi d'autres boîtes de services en France dans sa façon de faire. On sait que c'est quand même la performance qui drive le truc. Quelqu'un qui a bossé pendant 20 ans comme ça en étant à fond dans ce truc-là, ça va être plus dur de lui faire comprendre, nous, notre fonctionnement. Donc, alors, je crois que tout le monde peut changer. Donc, si tu veux... je veux pas non plus avoir les idées arrêtées, mais évidemment, je vais d'abord aller plutôt chercher des gens qui n'ont pas été pendant 20 ans dans un moule basé sur la performance. Ça me semblerait dur de les réacculturer à un fonctionnement différent. Ça se fait pas de but en blanc comme ça. Comment ? Ça se fait pas de but en blanc en fait. Il y a des passages, il y a des transitions, il y a des évolutions de chacun. Et ça, par contre, on ne le prédétermine pas, quoi. Voilà, donc du coup, pour les jeunes entrepreneurs qui veulent libérer leur boîte, moi je pense que c'est complètement possible, évidemment, et que c'est même, je pense, souhaitable. Hein. Enfin, moi, ce que je recommande, mais ça dépend des gens, de ce qu'ils ont envie. Mais si toi, tu es une jeune entrepreneuse, ça fait sens, tu te dis que tu n'as pas envie d'être derrière des gens, à les contrôler, à leur dire quoi faire exactement, que tu as envie d'avoir des gens qui prennent des initiatives, qui ont compris où est-ce que vous voulez aller ensemble. Et voilà, moi je sais que je me suis barré de ma boîte parce que j'en avais marre qu'on m'écoute pas et qu'on me dise quoi faire. Et 4-5 ans après, on était 12 personnes dans ma boîte et je commençais à dire à tout le monde quoi faire. Et à un moment, alors heureusement déjà, ça n'a pas super bien marché, donc on est redescendu à 6. Et là, du coup, tu te dis, bon, alors je me voyais en champion du monde, je suis peut-être pas champion du monde, donc déjà, ça fait du bien de se prendre des claques pour t'aider à reconsidérer un peu tes croyances. Et après, moi, j'ai lu ce bouquin et là, je me suis fait, putain, yes, voilà ce que j'attendais, une autre façon de manager, différente de ce qu'on m'a montré toute ma vie. Et tout ce qu'on t'a montré toute ta vie, c'est tes parents qui te disent obéis-moi, c'était ton prof qui dit tais-toi, écoute-moi, et c'est des boîtes où il y a un patron, et puis c'est un président de la République, pareil, qui doit connaître tous les sujets, enfin c'est le surhomme ou la surfemme à chaque fois, non, ça va. Ça super-héros. Le super-héros, voilà. Ouais. Encore super-héros, c'est positif. Parce que c'est le rêve, quoi, du coup. Alors, moi j'ai lancé le jeu, j'ai viré quelqu'un, je viens d'arriver. Voilà, super. Et moi aussi, je suis prêt à sortir. Vous pouvez nous virer aussi. Les micros disponibles. Non, c'est moins drôle. Moi j'ai une question qui est une vraie question que je me pose. On entend parler de l'entreprise libérée depuis 2 ans. Et puis c'est vrai que Innovon, Chronoflex,
Il y a Imatech en fait qui est aussi sur cette démarche-là. Et si j'ai bien compris, je pense que vous êtes voilà. Voilà, c'est ça. Du coup, moi, ma question, en fait, c'est l'entreprise libérée, ça se passe toujours hyper bien. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment un super concept. Enfin, j'aime beaucoup l'histoire que ça raconte dans l'envie de travailler de façon collective. Mais très pratico-pratique. Comment ça se passe quand on vire quelqu'un, hein? C'est le groupe qui décide de virer quelqu'un. Qui décide en fait de ça et comment ça se met en pratique? Parce que il y a bien une réalité en fait là-dessus. Oui, moi j'avais une même question à peu près. Si jamais il y a un groupe qui part dans le mur ou quelque chose comme ça, qui va dire allez pas dans cette direction? Et justement, moi aussi, ma question, elle était par rapport à... Non, mais c'était lié. C'était au fait que vous avez... t'as dit que t'étais dans l'équipe de management avec 3 autres personnes. Je sais plus le prénom, mais madame, que vous êtes RH. Équipe de support. Et du coup, c'est quel niveau de management dans une entreprise libérée? Voilà, parce qu'on voit qu'il reste des managers. Donc, quel est le niveau de manager? Et ça m'intéresserait d'avoir une comparaison entre une grande entreprise de 400 personnes et une entreprise de 10 personnes. Qu'est-ce que vous avez gardé, en fait, de management et comment ça se passe, du coup, concrètement aussi au quotidien? Je prends la première, je prends la deuxième, tu prends... Quand j'ai été embauché par Alex, il m'a dit t'es encore puceau, t'as viré personne. C'était une façon de me challenger en fait, je pense plus qu'autre chose, parce qu'en fait virer quelqu'un, si on était aux États-Unis, on pourrait dire c'est ultra facile. L'enjeu dans une entreprise libérée, c'est, si on revient avec les préoccupations humaines, c'est comment plutôt on essaye d'accompagner les gens et de comprendre avec eux pourquoi ça ne marche pas. J'ai eu une conversation il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 jours avec des personnes des ressources humaines et de la team Innovon au sujet d'une collègue, et elle se plaît pas dans son job. Elle ne remplit pas complètement sa mission et le réflexe a été de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour elle, pour l'aider. Évidemment, après, il y a des gens qui partent. Mais on peut pas, on n'est pas des super-héros ou des surhommes à essayer aussi de conserver tout le monde dans la boîte. Il y a des gens qui ont des parcours de vie qui à un moment se disent c'est plus ça que j'ai envie de faire. C'est une boîte Innovon, Chronoflex qui a 20 ans. Il y a des gens qui sont là depuis 17 ans, 18 ans. Évidemment, on est heureux qu'ils soient toujours présents. Mais si un jour ils nous disent non, en fait, ça y est, j'aspire à autre chose, il y a une vraie volonté de les accompagner. Et virer aujourd'hui, on parlait de culture du droit à l'erreur. Généralement, on vire des gens parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'on leur avait demandé de faire, parce qu'ils n'ont pas été, ils n'ont pas été bons, ou je sais pas. Et donc là, on aborde des choses complètement différemment. On essaye de revoir quels sont les talents, on essaye de trouver d'autres missions, d'aider les gens à évoluer, et ça, c'est le challenge. Après, on parle du management des 3%. Il y a toujours 3% d'irréductibles cons. Ça, c'est la réalité humaine. Ces gens-là, en fait, s'ils sont toxiques pour l'entreprise, alors c'est du rôle des team leaders, et qui est une très grande différence avec les managers, de parler avec elle, de lui faire prendre conscience de sa posture, de sa façon d'être, et de lui dire ce que tu es en train de faire, c'est ni bon pour toi, ni bon pour tes collègues. Et il faut qu'on arrive à faire changer ça. Mais si quelqu'un se bute dans ce phénomène, parce que l'ego, parce que je ne sais quoi, il arrive un moment où il faut lui expliquer, mais on ne peut pas continuer. On ne peut pas continuer. Donc on vire que les cons. Alors attends, moi je voudrais compléter ce que tu dis, c'est-à-dire qu'en fait, je ne sais pas si c'est le rôle du team leader. Moi je considère que c'est plus mon rôle de détecter, parce qu'à partir du moment où les gens sont co-responsables, moi maintenant s'il y a quelqu'un qui déconne, c'est pas forcément avant d'aller voir. Avant, quand j'étais en mode hiérarchique, c'était à moi d'aller voir. Maintenant, c'est à l'équipe de le remonter. Donc c'est les collègues qui vont dire à un collègue non en fait là ça déconne. Là ça déconne, ça va pas, faut qu'on en parle. Mais du coup, ce que va dire Frédéric Laloux, je suis en train de relire le bouquin, et donc du coup je lisais le chapitre hier. Et déjà, ce qui est important, c'est d'avoir des processus de résolution de conflits, ce qui d'habitude n'existe pas dans les boîtes normales, parce qu'on nous apprend pas à gérer les conflits. Moi, je viens de traverser un conflit il y a 1 mois dans ma boîte. Il y a un mec qui a démissionné parce qu'il s'est embrouillé avec un gars, c'était un gars hyper précieux, et le gars qui l'a fait virer, j'avais envie de le virer, moi. Enfin, le gars qui a provoqué la démission de l'autre, moi j'avais envie de le virer. Et on souffle, surtout, voilà, et puis c'est pas à moi de décider de ça, etc. Donc du coup, finalement, on est rentré dans une logique de
pour résolution de conflits. Alors en plus, on l'avait jamais fait dans notre truc, donc soit tu peux pas libérer une boîte si à un moment donné t'as pas une procédure pour gérer les conflits. Et la procédure pour gérer les conflits, elle va être différente d'une boîte à l'autre, parce que ça doit être décidé ensemble. Dans une boîte, on va peut-être décider que c'est les team leaders, c'est un peu leur rôle de faire ça. Dans d'autres boîtes, on va dire que c'est co-responsabilité, peu importe, qui remonte le problème. Chez Morningstar, qui est une boîte en Californie, c'est un collègue qui peut aller voir un autre et dire, moi je pense que ce serait bien que tu pars de cette boîte. Et là, ça discute. Et on voit ce qui se passe. Et donc après, soit les gens résolvent le problème, soit ils appellent un médiateur qui va venir aider, soit s'ils n'arrivent pas à se tomber d'accord, etc., à ce moment-là, en dernier recours, on fait appel au patron ou au dirigeant, et auquel cas, il y a une décision qui ne se prend pas. Donc tu vois, chaque boîte peut avoir son style. Moi, je ne sais pas comment on fera chez nous. J'ai pas envie trop de m'occuper, parce que pour l'instant, je n'ai pas été confronté au problème, mais... Enfin, ce serait quand même bien d'avoir une idée claire. Donc voilà, donc virer les gens, de toute façon, effectivement, droit à l'erreur. Souvent, les gens, quand ils sont pas bien, alors quand c'est un problème de savoir-faire, vu que dans des boîtes comme ça, t'as pas vraiment un titre et une fiche de poste claire, c'est de dire peut-être qu'il n'est pas motivé par le rôle qu'il occupe aujourd'hui, donc il faut qu'il change de rôle. Et donc du coup, souvent, tu te poses la question, mais qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire? Où est-ce que tu serais bien? Où sont tes talents? Et là, en fait, tu résous souvent le truc en déplaçant la personne de notre truc. Si le problème, c'est un problème de savoir-être, là, c'est la personne se comporte mal avec ses collègues. Alors là, on touche aux valeurs, on touche à d'autres choses. Et si la personne n'arrive pas à modifier ça, là, c'est sûr qu'elle va se faire exclure par le groupe. Mais dans ce genre de boîte, vu que les gens se parlent et qu'il y a une transparence, souvent la personne va partir d'elle-même parce qu'elle est exclue par le groupe. Et c'est là où je reviendrai sur l'idée du team leader qui intervient en dernier recours, c'est aussi de s'assurer qu'il n'y ait pas une pression sociale, une forme de bouc émissaire, bon, vous m'avez compris quoi, bouc émissaire, je voulais mettre un sion à la fin mais ça marche pas. Et le team leader, il n'est pas manager, il est là en tant que médiateur, coach, il doit aider l'équipe aussi à prendre conscience des dynamiques qui sont en train de se créer au sein de l'équipe et de faire prendre de la hauteur. Et je reviendrai un peu sur cette notion de savoir voir, c'est les gars, et on prend de la hauteur, on essaye de voir. Et oui, il y a d'autres méthodes qui nous permettent de travailler la relation et d'essayer d'entretenir une bonne relation. Donc c'est un peu de révéler les talents des équipes et de faire que ça se passe bien dans la collaboration et la coopération. C'est ça un team leader? Oui. Différent. Donc c'est pas quelqu'un qui décide pour les autres, c'est quelqu'un qui aide les autres à prendre leurs décisions. Exactement. Sur leur propre rôle. Si je reviens à ta question du coup, parce que du coup il posait la question, qu'est-ce qui se passe s'il y a un groupe qui va dans le mur? C'est ça, ou même que si dans des petites entreprises, par exemple 4 ou 5, donc il y a le chef, celui qui l'a créé, et les autres et qui veulent partir dans une autre direction. Par exemple, si vous êtes 12, il y en a 10 qui veulent aller dans une autre direction que la tienne. Comment on fait du coup? C'est une super bonne question. Moi, je suis en train de redéfinir la vision là dans ma boîte en ce moment, et c'est vrai que j'avoue, moi, ça m'effraie parce que, je sais pas où on va, parce que moi, dans mon rôle, je suis censé porter la vision, mais si on aboutit ensemble à un truc donc c'est assez compliqué. Mais en fait, tu l'as dit, c'est-à-dire qu'on doit passer du moi je vois, avant c'était moi, je pense qu'il faut qu'on aille là pour la boîte, je pense que ce serait bien si on est là dans 2 ans. Et ça, c'est pas bon, parce qu'on s'en fout de ce que moi j'ai envie. Et d'ailleurs, c'est pas parce que t'es le cofondateur que t'es le chef. Hein. Tu peux avoir l'idée de départ, ça fait pas de toi un bon leader forcément. Mais bon, bref. Donc du coup, que faire en tout cas dans ce cas-là, je pense que soit les autres s'en vont et laissent le fondateur tout seul pour avancer là où il a envie d'aller, soit le fondateur se fait une raison. Mais en tout cas là, il y a un mismatch quoi. Si tu as 4 personnes de ton équipe qui veulent aller là et que le patron veut aller là, je sais pas, c'est compliqué. Moi, j'aimerais bien que Patricia revienne parce que j'ai une question sur la phase de transition. Alors Patricia, je te laisse ma place. Hein. Quelqu'un d'autre? Non. D'accord, je reviens dans le bol. Tout le monde joue le jeu. En fait, avec la libération des entreprises, on voit que toute une partie du middle management en fait n'existe quasiment plus. Et du coup, dans la phase de transition, que deviennent ces managers? Est-ce qu'ils partent d'eux-mêmes? Est-ce qu'ils se reconvertissent? Qu'est-ce qu'ils deviennent? Alors, on n'en est pas, nous, encore là. Hein. Au bout de 18 mois, je rappelle, on est 750. Hein, donc, ça, c'est un peu mammouthesque. Ça bouge aussi pas forcément aussi vite. On a des gens, effectivement, qui partent. Ça rebondit sur la question que vous posiez tout à l'heure. Parce qu'ils se sentent plus alignés en termes de savoir-être, en termes de choix d'entreprise, libéralisation. Donc, des gens qui sont là depuis 20 ans et qui partent parmi eux des managers. Parce qu'ils perdent leur valeur ajoutée. C'est-à-dire, ils perdent leur sens. Toute la carrière est faite en France pour monter dans la hiérarchie, donc là, il y a donc ils perdent un peu leur repère et ils se sentent plus forcément trouver le sens demain dans un rôle où on va être moins hiérarchique et plus accompagnant.
Voilà, plus ressources. Pour ceux qui restent, donc on le vit aujourd'hui, ils sont un peu perturbés. C'est-à-dire que d'un côté, ils sont très motivés et preneurs. Je regarde Mathilde, Mathilde est à l'Audancé, elle a travaillé avec nous. Elle a fait une étude sur le management, justement, chez nous, quand on a lancé le changement. Ils sont très motivés, preneurs dans la libéralisation. Et d'un autre côté, ils savent pas comment s'y prendre. On remet en cause leurs repères. Ils ont peur demain de plus avoir de boulot, ce qui effectivement risque d'arriver, parce qu'on était plus de 10% de managers, nous, et petit à petit ça bouge. Donc on ne dit pas qu'on va les virer, pour rebondir sur la question, mais leur rôle va changer. Donc on en est là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des managers qui sont un peu... qui ont envie et qui ont peur. Donc on essaye de les accompagner. Quel va être leur rôle du coup? Ressources, qu'on dit, team leader, coach, accompagnant. Il y avait un reportage où on parlait de Poult, où justement il y avait un ancien manager, et il a dit quelque chose qui, moi, me semblait extrêmement vrai. C'est son rôle, c'est de transmettre aux autres tout ce qu'il a appris en tant que manager, et d'avoir cette capacité à aider les autres à avoir la capacité de voir. Enfin, je reviens à cette idée de savoir voir. C'est-à-dire, quand on est la tête dans le guidon et qu'on fait ce qu'on nous a demandé de faire, on lève plus la tête et on ne sait plus observer les choses qui sont en train de bouger autour de nous. Alors qu'un manager, il avait de la hauteur, tout ça, parce qu'il avait un bureau plus haut, tout ça. Mais transmettre son savoir, je crois que c'est, en tout cas pour moi, pour les managers, c'est une très belle recommandation. Hein? Du coup, on peut plus en avoir autant. Des managers? Que dans des entreprises classiques. Des managers, ça va être effectivement des coachs. L'idée aussi, c'est d'accompagner leurs équipes, même si effectivement ils peuvent être cooptés, sur les besoins de leurs équipes. C'est la question que tu posais tout à l'heure. C'est pas j'ai un problème, qu'est-ce que je fais? C'est quel est ton besoin aujourd'hui, et pas qu'est-ce que je fais demain. Ça, c'est un rôle clé du manager dans l'entreprise libérée. Et on a chez Chronoflex un exemple qui nous enthousiasme à fond. C'est l'ancien directeur du réseau, qui était vraiment dans les strates, la région, les COP, directeur du réseau, puis les directeurs adjoints, puis le DG. Et directeur du réseau, qui chapeautait un petit peu tout le monde, s'est reconverti et est devenu coach interne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne manage absolument plus personne. Par contre, il accompagne tous ceux qui le sollicitent dans la boîte. Il a fait une formation, il a repris des études, il s'est relancé, il a complètement bifurqué. Et avant, c'était Mathieu, c'est un mec qui en impose, ça marchait à la baguette. Et maintenant, en gros, il est à l'écoute et il aide les collaborateurs dans leur questionnement, dans leur besoin de repositionnement et tout ça. C'est le lâcher prise du dirigeant. C'est-à-dire que ce qui est compliqué, c'est que moi, en tout cas, tu cofondes une boîte en ayant une idée. Donc tu te dis, tu vois, tu as la main mise un peu sur les choses, tu design même presque le truc. Puis à un moment donné, en fait, tu te rends compte que les gens du terrain, à un moment donné, savent mieux que toi ce qu'il faut faire quasiment, même si tu as une hauteur de vue, ils sont plus proches des clients, etc. Et à un moment donné, en fait, tu comprends que tu es un agent perturbateur aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut apprendre aussi à lâcher prise, à ne pas décider à la place des autres. C'est vraiment quelque chose, c'est un travail, quand on dit un travail sur l'ego, c'est pas juste oui, bon, là c'est bon. Non, c'est vraiment... Et donc, surtout qu'en plus, souvent, les entrepreneurs peuvent être des gens un peu expansifs, qui parlent beaucoup, la preuve. Et voilà, donc il faut apprendre à écouter, à se taire. C'est pas facile, mais c'est ça le job, quoi. Moi, j'ai une question un peu plus pratico-pratique sur tout ce qui a été dit sur les fiches de poste et voilà, quand on va demander aux gens ce qu'ils aiment faire. Est-ce qu'il y a déjà, comment on recrute justement si on n'a plus de fiches de poste? Et ensuite, est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'il y ait un peu une désertion de toutes les tâches un peu ingrates? Si on commence à demander à tout le monde qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu ne veux plus faire, forcément j'imagine qu'il y a des tâches très administratives ou voilà, un petit peu ingrates qu'on imagine dans chaque poste et les collaborateurs vont dire moi j'ai plus envie de faire ça, donc qui s'en occupe finalement? Alors moi là je suis en train de recruter, on a identifié un besoin ou des problèmes dans la boîte, donc on va recruter quelqu'un bientôt. Donc la personne, on va la recruter. Alors en plus si c'est un junior que tu embauches, c'est quelqu'un qui a besoin d'être un petit peu guidé au début, en tout cas déjà pour s'acculturer la boîte, parce qu'elle a besoin de prendre position. Donc au début on crée une espèce de fiche de poste quand même. Il y a un besoin, c'est assez précis, et pendant quelques mois ou un an ou deux, la personne va un peu faire plutôt ça, quoi. Après tu as toujours une latitude en fonction de ses aspirations, peut-être 20% de son temps elle pourra, voilà, mais au début il y a comme une fiche de poste. Puis au bout d'un moment la personne elle est bien dans la boîte et elle se dit mais là moi, je pense que je pourrais être plus utile parce que j'ai identifié un besoin, ou parce qu'on a identifié un besoin. En plus, à dire, moi, ça me brancherait plus. Voilà, du coup, on va essayer d'orienter vers ça. Après, c'est pas, je quitte un poste absolument essentiel pour aller là en un jour.
et le lendemain, on est à un poste vacant et on est dans la merde. Non, ça se fait en bonne intelligence, puisqu'on a tous un objectif commun qui est quand même que la boîte marche bien. Voilà, donc la souplesse, elle n'est pas au moment de l'embauche forcément ou dans les semaines qui suivent, quoi. La personne dit bon, en fait, vous m'embauchez pour ça, mais moi je veux faire ça. Attends, faut quand même qu'il y ait un peu de bon sens. Et puis après, pour les tâches ingrates, à voir, mais je pense qu'on peut déjà, une partie, on peut se les partager. Enfin, il y a des façons de faire, quoi. Mais c'est comme à la maison, quoi. Je veux dire, tu sors les poubelles, tu fais le ménage, tu vas nettoyer les toilettes, hein, et je veux dire, tout le monde a conscience il y a des choses qu'il faut faire, qui sont pas forcément gratifiantes ou enthousiasmantes, mais ça fait partie du bon fonctionnement du système. Et on en revient sur la confiance et la co-responsabilisation, voilà. Ouais, à moi. Avant qu'on reprenne, là, on va découvrir le témoignage de notre chère Anaïs qui nous a envoyé une vidéo. Je crois que c'était en direct du Vietnam, enfin à l'autre bout du monde. Donc on va découvrir son témoignage et on pourra réagir dessus. Et tu pourras prendre le micro, Romain et Claudine. Claudine. Ok, Maxime, à toi. Bonsoir à tous, Anaïs Victor, je suis ravie d'être avec vous ce soir et un grand merci au Mashup Nantes de m'avoir invité à témoigner de mon expérience en entreprise libérée et surtout de m'avoir lancé ce superbe défi. Anaïs quitte son entreprise après libération, pourquoi? Alors, je vais vous donner un peu de contexte et pour cela j'ai choisi d'utiliser des post-it. Donc, je viens d'une entreprise dans le secteur IT, 250 personnes, basée au Vietnam, et j'ai travaillé pendant 4 ans sur un rôle de transition agile en tant qu'Agile Coach. J'aimerais, avant de commencer et de rentrer dans le détail des raisons de mon départ, de vous donner un peu l'état d'esprit dans lequel j'étais pendant la libération. Parce que certains d'entre vous vont peut-être penser que je suis complètement contre l'entreprise libérée, mais non. Est-ce que je suis convaincue? Totalement. Pour moi, c'est un modèle vraiment intéressant qui mérite d'être exploré dans toute entreprise. Là où je mets mon petit bémol, et c'est assez commun pour toute transition, c'est j'estime que ça doit être correctement orchestré. Pourquoi correctement orchestré? Parce qu'au début de la transition, vous allez sûrement trouver des solutions, mais peu à peu, pas à pas, sur le chemin de la libération, il y a certains problèmes qui vont forcément faire surface. Et dans ces problèmes-là, attention, prudence, gare aux dérives. Alors, je vais juste vous donner quelques idées très honnête, très objective et très transparente sur les raisons de mon départ. Premièrement, à un moment donné, j'ai trouvé que les décisions qui étaient prises dans le cadre de l'entreprise libérée donnaient lieu à une transition trop radicale. J'entends par là que l'entreprise libérée nécessite une certaine maturité des équipes et un accompagnement qui est très très important, comme dans toute transition bien sûr. Peu à peu, j'ai senti qu'il y avait une perte de clarté au niveau de la mission, de la vision et des objectifs de l'entreprise. Je vous laisse en discuter. J'ai aussi vu émerger des comportements toxiques. Des comportements toxiques qui étaient liés principalement à un trop de liberté, mais aussi à une résistance au changement dans le cadre de la transition. Et ces comportements toxiques n'ont pas été forcément traités parce qu'on avait aussi un manque d'arbitrage. Beaucoup d'autonomie, moins de management, plus de liberté et un réel manque d'arbitrage au niveau des conflits qui ont émergé dans l'entreprise. Tout ça a mené à un manque de sécurité. Ce côté, je me lève chaque matin et je ne sais pas ce qui va arriver dans l'entreprise. Je ne sais pas ce qui va me tomber dessus. Et puis finalement,
quand j'ai trouvé que l'environnement était vraiment, vraiment trop malsain, c'est à ce moment-là que je me suis dit qu'il était grand temps de partir. Donc voilà, vous avez les raisons de mon départ. Je pense qu'il y a pas mal de personnes, experts sur le sujet avec vous ce soir, qui vont pouvoir vous aider à traiter chacun de ces points et surtout à vous donner les astuces pour ne pas tomber dans ces dérives-là. Voilà tout ce que je vous souhaite et je vous souhaite une agréable soirée. Bonne soirée, bye bye. Bonsoir, je m'appelle Romain. Je propose de prendre la parole parce que ça s'inscrit exactement en fait à la suite du témoignage. Je suis aussi convaincu que l'entreprise libérée c'est un système qui peut marcher, mais j'insiste sur le qui peut marcher et pas qui marche forcément à chaque fois. Je suis étudiant, hein, donc voilà, soyez indulgents avec moi. Donc oui, j'aime beaucoup l'entreprise libérée et certaines de ses valeurs. Au début, Benoît, vous avez dit, je suis dans une... Tu as dit je suis pas complètement libéré. J'ai trop de cheveux blancs. tu as dit, chez Innovan, on a libéré tout le monde. Et puis après, un peu plus tard, tu as dit, il y a quand même encore quelques problèmes. Et donc du coup, c'est un peu ça que je vois, moi, c'est que est-ce que l'entreprise, quand on dit j'ai libéré mon entreprise, est-ce qu'on parle d'un État avec des entreprises qui seraient libérées, oui ou non, ou finalement, est-ce qu'on parle pas plutôt d'une posture à adopter? Et donc du coup, la question c'est, au fond, existe-t-il en France réellement une entreprise qui soit complètement libérée? Première question. Bon, je veux bien répondre si tu m'interpelles. Alors, non, ce n'est pas un État, c'est un chemin. C'est ni plus ni moins que ça. Et c'est un chemin dans l'organisation, mais c'est aussi, comme je parlais de la posture, du savoir-être, c'est aussi le cheminement de toute personne. Je veux dire que, il y a une évolution permanente et on peut pas, il faut pas se dire c'est fini, quoi. Voilà. Surtout qu'on peut régresser, hein, on peut revenir en arrière. Après, quand on lance la libération, oui, il y a un avant et un après. Et Alexandre l'avait très bien illustré quand il a annoncé on fait un saut en parachute là. On ne reviendra pas à bord de l'avion, c'est pas possible. Et c'est surprenant, évidemment. Tout le monde n'y croit pas forcément. On est en train d'écrire le livre des 20 ans de la boîte. On a échangé avec, il y a eu 80 entretiens qui ont été faits, donc beaucoup de témoignages de la part des collaborateurs. Et c'est vrai que certains se disent, et surtout pour Chronoflex, qui est une entreprise particulière, parce qu'il y a le siège à Nantes, mais il y a 200 techniciens sur le terrain qui sont tout seuls. Vraiment, il n'y a pas d'autres locaux, il n'y a pas d'autres sites. Donc ils partent de chez eux le matin avec le camion, ils reviennent le soir chez eux avec leur camion. Et la libération, c'est encore peut-être un peu lointain, ou plus lointain que pour ceux qui vivent ça au quotidien avec le siège. Mais on ne peut pas, voilà, on peut pas. Ça ne veut pas dire qu'ils vont pas se libérer à un moment ou à un autre. Ça ne veut pas dire qu'ils vont pas vivre une entreprise libérée. C'est qu'en fait, chacun va aussi vivre l'entreprise libérée à sa façon, et chacun va prendre les espaces de liberté qu'il veut. Et c'est un sujet qu'on aborde souvent en ce moment. C'est je reviens à ce qu'on a acquis. Moi, je taquine volontairement parce que je suis petit nouveau, donc c'est facile. Je taquine tous mes collègues en disant mais pourquoi tu t'arrêtes là? Pourquoi tu me dis que c'est comme ça? Et moi, je retourne le truc comme une crêpe en disant mais pourquoi on n'essaye pas? On n'essaie pas autre chose, on y va. Et en fait, malgré les messages des dirigeants, enfin ex-dirigeants, chacun reste on parlait de sécurité, manque de sécurité, reste dans un champ d'action et de façon de fonctionner pour garder une forme de sécurité. Donc en fait, la libération, il n'y a pas de recette miracle. Oui, ça va marcher, mais c'est jamais fini. Voilà. Donc une entreprise n'est jamais réellement libérée, en fin de compte. Et je répondrai à ce dernier point. Jean-François Zobritz a libéré l'entreprise Favi. Alors on ne parlait pas de libération, mais il faut comprendre qu'aujourd'hui il y a 4 fonctions support dans l'entreprise Favi qui compte 500 personnes quand même. C'est une fonderie.
Donc c'est pas non plus de l'IT, c'est pas voilà, c'est pas des bac+5, quoique le niveau d'études n'aide pas forcément. Et c'est une entreprise où les collaborateurs décident de tout. Ils fonctionnent en mini-usine, ils sont en autogouvernance et ils décident de tout. Donc oui, on a un modèle français qui marche depuis plus de 25 ans et qui est complètement libéré de mon point de vue, mais ça veut pas dire que c'est fini. Ça veut dire que c'est tous les jours. Enfin, je voudrais pas faire de paraphrase foireuse, mais tous les grands hommes de ce monde, Mandela et autres, vont te dire la libération, la liberté, c'est quelque chose qui se gagne tous les jours, quoi. Parce qu'en fait, on passe notre vie à s'enfermer nous-mêmes, quoi. C'est juste ça. Si j'ai posé cette question en fin de compte, parce que je vous l'ai dit, je crois en l'entreprise libérée, c'est que j'ai peur que dans les années qui viennent, il y ait plus de fausses entreprises libérées que de véritables entreprises libérées, en fin de compte. Voilà. Puisque quand on parle de libérer son entreprise, c'est magnifique. Qui peut être contre? Personne. Et donc comme c'est beau, c'est voilà, moi j'ai l'idée du marketing, voilà, qui résonne derrière. Et donc comment lutter, pallier à ça? D'autant plus que je pense à autre chose, un salarié qui serait dans une entreprise libérée, où on prône le bonheur. C'est beau le bonheur aussi, mais qui serait pas heureux. Comment il fait? Il est dans une entreprise libérée? Il s'en va. Oui. Il est libre. Oui, mais du coup, est-ce que finalement, on n'en arrive pas, et du coup, j'en appelle à votre expérience, voilà. Est-ce qu'il n'y a pas certains salariés finalement qui jouent au bonheur parce qu'ils doivent être heureux dans cette entreprise libérée? Et d'ailleurs, faut faire attention. Peut-être au terme qu'on emploie, mais pourquoi pas plutôt utiliser un terme comme bien-être au travail, plutôt que le bonheur, où le bonheur finalement on a pas mal de notions, ce qui se passe à la famille, dans notre cercle familial, voilà. Est-ce que l'entreprise finalement a ce pouvoir de rendre le salarié heureux? Alors, ce qui est vraiment intéressant avec le terme bonheur, c'est une des 4 valeurs, c'est la performance par le bonheur du groupe. C'est qu'en fait, comme on dit le bonheur, on croit qu'il est unique et le même pour tout le monde. Et l'entreprise ne peut absolument rien faire pour le bonheur de ses salariés, à part créer les conditions d'un environnement propice. Mais t'es pas heureux, t'es pas heureux. L'entreprise, quelque part, a une responsabilité dans ton bonheur, mais ne peut pas te rendre heureuse. C'est à toi de travailler sur comment trouver le bonheur. J'adore Bernard Werber qui écrit sur les fourmis, tout ça. Il dit la plupart des gens passent leur vie à réduire leur malheur plutôt qu'à construire leur bonheur. Et c'est une réalité de notre société avec un grand S. Donc voilà. Donc excusez-moi d'être un peu taquin, mais est-ce que chez Innovan, aujourd'hui, 100% des salariés sont heureux? Oui, et je laisserai la parole. Est-ce que, voilà. Je dirais que ça dépend des jours. Merci. Et je pourrais pas te répondre à leur place, en fait, véritablement. D'accord. C'est ça le... Je vais te laisser d'autres questions. Alors, moi, je n'ai pas vraiment une question, mais peut-être un échange ou un partage à faire. Je t'entendais d'abord, Benoît. Effectivement, moi, j'ai bien aimé quand tu as parlé effectivement de raison d'être. Et dedans, il y a le mot être qui me paraissait important. Puis après, j'ai entendu Ludo parler aussi de sa difficulté, parfois en tant que chef d'entreprise, de se dire, mais bon sang, il y a la vision. Et si moi, j'ai envie d'aller là et que mes collaborateurs me disent, mais non, il faut aller là, qu'est-ce qu'on fait de ça? Et j'ai l'impression parfois qu'il y a une confusion entre la mission de l'entreprise et la vision de l'entreprise. Donc c'est le partage que j'avais envie de faire. Pour moi, il y a vraiment la mission, mais au sens mission, j'ai entendu aussi parler de héros tout à l'heure. Moi, je travaille avec le voyage du héros. Donc, où il y a une mission qui peut être justement peut-être portée par un seul homme, mais parce que c'est une raison d'être. Alors, c'est une conviction personnelle. Hein, je ne sais pas si on va la partager ici, mais qui peut être portée justement par un dirigeant charismatique et qui va savoir emmener derrière vers une entreprise libérée, mais du coup qui va se libérer lui avec son ego de la vision qui peut être derrière et qui est différente pour moi de la raison d'être, qui est quelque chose de très supérieur, quoi, et qu'on peut effectivement qui s'accompagne aussi. Juste pour info, il faut qu'on passe au concours de pitch d'ici 5 minutes. On discutera de ça au cocktail. Voilà, après, donc j'aimerais bien donner la parole à Mademoiselle et à Roger.
Non, je rigole. Bon, bref, allez, on vous en prie. Basile, c'est presque pareil. Alors moi j'ai une petite question, je suis stagiaire, je travaille dans l'informatique, je suis dans une entreprise qui n'est pas forcément libérée. Quels sont mes leviers? Et pareil pour un salarié, quels sont mes leviers pour moi pour essayer de libérer mon entreprise? Parce que mon entreprise, j'ai envie de l'aimer, j'ai envie d'y être bien, j'ai envie de me sentir bien. Comment est-ce que je fais moi pour essayer de faire remonter ça auprès de mes team leaders, auprès de mes managers, auprès de... Voilà, pour que derrière il y ait... Offre le livre à ton patron. Il a parlé hors du premier cercle. Est-ce qu'il va le lire? En cachette, peut-être pas. Si je peux répondre rapidement, en tout cas, l'affirmation est partagée dans beaucoup de cercles sur la transition, c'est que si les leaders ne sont pas prêts à changer, ça ne changera pas. Moi, je voulais savoir, à partir de quand est-ce qu'on peut fixer les limites? Parce qu'il faut peut-être fixer des limites à un moment dans la libération, même si c'est un peu contradictoire. Je voulais savoir à quel moment on pouvait dire stop ou dire ouais, c'est bon, vous pouvez continuer. Enfin, pas le patron forcément, mais quand... Ouais, voilà. Ce sera peut-être pas le patron qui donnera les limites, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est la responsabilité collective du coup, le nous, c'est une autorégulation, ce sera peut-être les équipes qui fixeront les limites. Si effectivement des étapes ou des démarches deviennent nocives pour l'intérêt collectif, il y aura une auto-limitation, ce ne sera pas forcément le patron qui fixera les limites. Donc la limite, elle se fait d'elle-même en fait. Chez Chronoflex, ils ont instauré ce qu'ils appellent la limite de flottaison. Oui. Et en fait, les chiffres sont accessibles à tous les collaborateurs. Et à partir du moment où une action va toucher à la rentabilité, enfin à la ligne de flottaison de rentabilité de la boîte, en fait, le job des team leaders, c'est de dire attention les gars, regardez les chiffres, c'est ça la réalité, c'est qu'un fait. Et là, on est en train de se tirer une balle dans le pied quelque part. Ou soyons extrêmement prudents. En fait, c'est de donner l'information pour que les gens puissent prendre les bonnes décisions. J'aurais une dernière question du coup, puisque il y a un mot qui est beaucoup revenu, notamment dans votre bouche. Pardon, dans ta bouche, pardon. ça sonne bizarre, dit comme ça. Il y a un mot qui est revenu beaucoup, c'est accompagner. Voilà, donc c'est un mot qui est beaucoup revenu, notamment dans la vidéo. Accompagner les managers vers, accompagner les employés vers, changer de posture, acquérir un lâcher prise, un savoir-voir, un savoir-être. Tout ça, c'est alors très bien. On en a passé 2 heures à parler beaucoup de théorie. Et du coup, ma question tient en un mot. Comment? Alors comment tu me laisses, merci. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, il n'y a pas un modèle hein, non plus, hein, chacun fait son chemin. Moi je peux te dire ce que nous on fait, mais je parle d'expérience, c'est pas une expertise, hein, ce qu'on disait tout à l'heure. On a créé beaucoup de groupes en fait de réflexion avec nos équipes, avec les équipes, notamment sur la rétribution. On parlait tout à l'heure de la prime variable. Nous on réfléchit avec eux, avec des volontaires, hein, sur c'est quoi la rétribution, donc comment on rétribue de façon équitable sur le salaire, mais sur d'autres accessoires. Ça va être les plages d'horaires fixes, ça va être... et c'est eux qui proposent. Donc c'est des tables rondes. C'est des groupes de travail, ce qu'on appelle des groupes de travail, des groupes de réflexion. Hein. C'est eux qui sont volontaires, c'est eux qui proposent sur ça, sur le management collaboratif, sur le télétravail parce qu'ils ont envie d'en parler. Voilà, donc c'est vrai que ça touche. Comment atteindre le lâcher prise, la nouvelle vision, ça, parce que tout le monde sait se réunir autour d'une table pour imaginer comment on aimerait être rémunéré, mais comment adopter cette posture? Ça veut dire qu'il faut aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que c'est pas juste se réunir et parler. C'est ok, j'ai une idée, j'ai un projet, je veux libérer, je le mets en place, je veux libérer par exemple sur les horaires. Hein, puisque c'est une des questions qui se pose chez nous, je vais faire un pilote dans une des équipes, on le met en place, on constate ça marche pas. Si ça marche, on étend. Donc c'est du concret. Et ce sont eux qui le font, c'est pas nous. Ce qui n'est pas facile non plus, parce que parfois au départ, ils ont tendance à nous dire, voilà, moi je propose ça, est-ce que c'est ok, est-ce qu'on peut y aller? On leur dit, allez-y. Donc il faut passer par l'expérimentation, par l'expérience. Ouais. On pousse beaucoup, en fait, on sort d'un modèle qui était quand même vachement balisé, la pensée industrielle, Taylor, etc., le management, on a eu deux siècles quand même de management qui étaient assez préformaté, et aujourd'hui on part dans l'aventure, dans quelque chose qui est totalement nouveau. Il y a quelques pionniers, mais c'est même pas des pionniers, c'est encore des éclaireurs. Les mecs, ils étaient avec leur machette dans le truc, dans la jungle. Et donc ce qu'on explique, c'est en fait, si vous voulez agir et travailler sur un comment pour faire améliorer la rémunération, les horaires, le télétravail, ce que vous voudrez, ne prenez pas ça pour argent comptant, parce qu'en fait on ne sait pas où on va. Donc en fait il faut en permanence revenir, apprendre de ce qu'on a fait, expérimenter, c'est exactement le terme. Tu veux parler ? Ouais,
Merci, 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 merci. Hop. Merci beaucoup. Qui n'a pas aimé le fishbowl? Qui voudrait refaire des fishbowls? Qui se dit oh là là, j'aurais dû venir? Non, vous êtes censé. Non, mais dû venir, voilà, la prochaine fois. Je suis très physionomiste. Merci beaucoup à nos. Non, mais si, ça marche ce que je dis. Merci beaucoup à nos chers libertins. De toute façon, ce thème est source de tellement d'heures d'aquarium, de piscine, tout ça. Donc on pourra parler pendant le cocktail. N'hésitez pas à parler à Patricia, Ludo, Benoît, Jacques, Basile, Roger, Juju, Julie. Alors, tu t'as pas fini? Je vais terminer pendant que vous continuez. Okay. Non mais dis-nous. Raconte-nous. Alors, en fait, qu'est-ce que j'ai fait ce soir? Moi, donc comme l'a dit Benoît et Juliette, je suis facilitatrice graphique, c'est-à-dire que je capte les idées, en fait, les paroles, ce qu'en général on voit pas, ce qui est pas matériel, tout ce qui a été évoqué ce soir. J'ai essayé de noter les idées principales sur ce panneau pour vous, pour que vous ayez une trace en fait de ce qui s'est dit ce soir. Si vous voulez y revenir dans quelques temps, voilà, vous pourrez dire bah voilà, on a parlé de tels et tels éléments. L'idée, c'est d'apporter un support visuel. Alors pour ceux qui l'ont vu en même temps, qui étaient dans le bon sens, ils ont pu le voir se construire voilà, tout au long de la soirée pour comme on pourrait dire une carte en fait des échanges, des propos qui ont pu être émis et comme je disais pour garder une trace. Donc c'est pour vous. Vous pouvez, je vais le finaliser là pendant la dernière partie et vous pourrez prendre des photos si vous voulez voilà, avoir une trace des échanges de ce soir. Bravo, bravo.